Mercredi 29 juillet 2020, bienvenue aux informations de la mi-journée. Voici les titres. Les candidats présélectionnés pour le programme spécial d'insertion dans l'emploi ont bénéficié d'une séance de formation sur les conduites à tenir en entreprise. Signature ce mardi d'un protocole d'accord entre le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et le représentant du Programme alimentaire mondial. Une lettre d'entente qui vise à renforcer la lutte contre l'insécurité alimentaire. Et puis, lancement ce mardi par l'Union des professionnels des médias et le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du concours de mini-subventions pour la réalisation d'investigations sur la corruption. Les objectifs et les modalités d'inscription sont à suivre. Voilà pour les titres, merci de nous préférer pour vous informer. On ouvre cette édition par cette information relative à la désignation par l'Assemblée nationale de ses représentants au Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI. Le groupe parlementaire Union progressiste, majorité parlementaire, a proposé 5 députés, à savoir Léon Aden-Rouissou, Léon Bokovet, Sani Maman, Florentin Tchaou et Lambert Agongbono. Le groupe parlementaire Bloc républicain en a proposé 4, que sont les députés David Gbaungba, Thomas Yombo, Nathanaël Sokoekpe et Gilbert Mangana. Rappelons que les 9 représentants du Parlement seront complétés par le directeur général de l'Institut de la statistique et de l'analyse économique et le directeur de l'État civil. On poursuit ce journal en parlant à présent du programme spécial d'insertion dans l'emploi des jeunes qui est à sa phase active. Après les étapes de sélection, l'entretien, les candidats retenus ont eu droit à une séance de formation sur les conduites à tenir en entreprise. La cérémonie s'est déroulée ce mercredi 29 juillet 2020 à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB. Je vous propose de suivre les interventions des encadreurs. Avant d'envoyer les meilleurs en entreprise, il faut qu'ils sachent comment se comporter, quel rôle ils doivent jouer, un certain nombre de principes que beaucoup ne connaissent pas, surtout s'ils n'ont jamais travaillé. Le thème, c'est familiarisation à la vie professionnelle de l'entreprise. La vie professionnelle dans l'entreprise. Une entreprise n'est pas un domicile. La familiarité n'est pas la même chose au travail qu'au niveau de l'entreprise. Alors, par rapport à ça, les 2 sous-thèmes découlant de ce thème-là, il y a d'abord quels sont les comportements attendus en termes de déontologie, en termes d'éthique, en termes de qualité personnelle. Et le deuxième thème, quelles sont les techniques actives pour rechercher un emploi. Une chose est d'avoir de bons comportements, mais comme ils n'ont pas encore fini le processus de sélection, quand ils vont se retrouver devant les employeurs, comment on se présente, comment on peut faire une bonne impression, comment présenter son CV. Vous voyez bien, donc ce sont des éléments clés que généralement les gens n'apprennent pas à l'école et qu'il est bon de donner aux jeunes pour qu'ils soient préparés. Cette journée de sensibilisation avait un double objectif. C'est de permettre aux personnes d'avoir des outils et des informations qui les aident à s'intégrer rapidement dans l'entreprise. Parce que vous savez, ce sont des jeunes qui ont postulé, qui ont eu un premier entretien et qui vont aller en entreprise. L'objectif, c'est de leur donner des rudiments pour qu'elles puissent s'intégrer rapidement dans l'entreprise et avoir toutes les chances d'être recrutées de façon définitive. Il s'agit de donner aux jeunes chercheurs d'emploi qui ont postulé pour le programme spécial d'insertion dans l'emploi un certain nombre de notions de l'entreprise. Leur donner des rudiments du professionnalisme, le comportement qu'il faut avoir globalement en entreprise. Nous sommes persuadés parce qu'il leur reste un test encore à faire. Le dernier test, ce sera le test réalisé par les chefs d'entreprise eux-mêmes. Et nous tenons à les préparer à ce dernier test afin de maximiser leurs chances à pouvoir intégrer l'entreprise. On peut gagner un poste et le perdre le lendemain, de par son propre comportement. Et donc, tout cela ne s'apprend pas nécessairement à l'université. Et c'est pourquoi nous avons convié des chefs d'entreprise, des spécialistes en ressources humaines, pour leur donner les rudiments du comportement qu'il faut avoir lorsqu'on va en entreprise, afin de maximiser ses chances d'y être maintenu.
Le compte-rendu est à suivre dans nos prochaines éditions. Le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel et l'Union des professionnels des médias du Bénin, en partenariat avec le programme 2D Corruption et Palired, ont lancé ce mardi 28 juillet 2020 le concours de mini-subventions pour la réalisation d'investigations sur la corruption. Un concours qui vise à appeler les professionnels des médias à davantage s'intéresser aux enquêtes journalistiques. Elia Dieran et Doa Kakpo pour le compte-rendu. Après le renforcement des capacités des journalistes, tant des médias publics que privés, les fêtières des professionnels des médias, en collaboration avec les acteurs de la société civile, lancent officiellement le concours pour les mini-subventions pour la réalisation d'investigations sur les faits de corruption au Bénin. Le lancement de ce concours vient renforcer davantage et surtout encourager les acteurs des médias qui sont engagés déjà dans la formation et ensuite veulent traduire en pratique les acquis de cette formation. Donc c'est une continuité. Donc du courage à chacun d'entre nous pour des productions de qualité et on va se retrouver dans quelques mois pour apprécier les productions et récompenser les meilleurs d'entre nous. Un jeu concours organisé qui vise à susciter chez les hommes des médias la volonté de mieux s'intéresser aux enquêtes journalistiques. Depuis un moment, nous avons senti la disparition de production au niveau de la presse. Mais aujourd'hui, il y a comme un regain de concours au niveau de la presse en ce qui concerne les productions, les enquêtes. Ça a tout le temps manqué. On en était conscients. Mais aujourd'hui, on peut s'estimer heureux. Je voudrais appeler tous les professionnels des médias qui vont s'y mettre de s'armer du courage et de ne jamais baisser les bras quand bien même ça devient difficile. Et je voudrais vous inviter de foncer, de ne jamais relâcher. Et c'est là qu'on reconnaît les meilleurs professionnels en matière de médias. Prenant la parole au nom des organisateurs de la société civile, le secrétaire exécutif de l'ONG Social Watch rappelle aux participants les critères de participation. La première condition, il faut être un journaliste travaillant au Bénin, avoir au moins 5 ans d'expérience professionnelle, travailler dans un organe paraissant régulièrement au Bénin. Et il faut également soumettre un dossier. Le dossier comprend un synopsis et le sujet doit être forcément lié à la corruption ou aux infractions connexes. Le présent appui que nous lançons est une chance, une opportunité pour la presse, si elle la saisit, pour produire des œuvres de qualité en apportant des évidences probantes susceptibles d'aider les organisations de la société civile à mieux assurer leur rôle de dénonciation et de pression jusqu'à ce que, dans le respect de la présomption d'innocence, les mises en cause payent pour leur forfait. Il faut dire qu'au terme du jeu concours, 25 productions seront retenues et les meilleures seront primées, selon les catégories de la presse écrite et celle de l'audiovisuel. Présidentielle 2021, les femmes des marchés de la commune d'Abomey-Calavi ont, au cours d'une sortie, suscité la candidature du chef de l'État. Elles ont exprimé leur désir de participer à la réélection de Patrice Talon. C'était ce mardi au Palais de la Paix de la commune d'Abomey-Calavi. Reportage Mathieu Bokor, Massi Marissou, Ali Wantone. Ces femmes des différents marchés de la commune d'Abomey-Calavi se sont réunies pour appeler le chef de l'État Patrice Talon à poser sa candidature pour la présidentielle de 2021. Une ambition qui, selon elle, va permettre de poursuivre la dynamique de développement enclenchée depuis le 6 avril 2016. Comme le dit l'adage, on ne change pas l'équipe qui gagne. Ainsi donc, nous, responsables des marchés de la commune d'Abomey-Calavi, demandons, implorons, prions, exigeons le second mandat au président Patrice Talon en 2021.
Le retour de chef de l'État en 2021 est un défi plus qu'un challenge que nous devons relever, car les chantiers qu'il a ouverts, il doit revenir les achever. La porte-parole des responsables des marchés de la commune d'Abomey-Calavi, dans son allocution, a énuméré quelques œuvres salvatrices réalisées par le président Patrice Talon dans certains marchés de la commune, comme le projet de construction du premier marché de l'Afrique de l'Ouest dans la ville de Gbodje. Un gigantesque immeuble à 2 niveaux de plus de 3000 places sur une superficie de 3 hectares entièrement couvert et qui a les caractéristiques des marchés modernes de l'Occident. Autant de projets, autant de chantiers lancés montrant l'ambition que nourrit le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour notre pays. À sa prise de parole, la présidente des marchés, Epiphanie Wandji, estime que le président Patrice Talon doit poursuivre ses œuvres. Elle espère vivement le retour de Patrice Talon en 2021 afin d'achever ce qu'il a commencé dans le Bénin, mais aussi et surtout dans les différents marchés de la commune d'Abomey-Calavi. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire, le Bénin renforce son partenariat avec le Programme alimentaire mondial PAM. C'est à travers la signature ce mardi d'un protocole d'accord entre le ministre d'État Abdoulaye Biotane et le représentant du PAM. Il s'agit d'un ensemble de dispositions qui va permettre d'endiguer la faim à l'horizon 2030. Reportage, Stélia Padono, Anif Sabouran, Prudence Kousouran. Signature entre le ministre d'État Abdoulaye Biotane et le représentant du Programme alimentaire mondial d'un protocole d'accord avec le gouvernement béninois. Objectif, lutter contre l'insécurité alimentaire au Bénin. Premier pilier visé, les cantines scolaires. Le PAM s'est engagé à adopter une approche intégrée pour accompagner le Bénin dans sa lutte contre l'insécurité alimentaire au niveau des ménages, des communautés et des individus, en se concentrant sur les causes profondes. À travers 1. L'alimentation scolaire dans le cadre d'une approche multisectorielle intégrée et donc avec des liens clairement établis avec les secteurs de la nutrition, de la protection sociale, de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, d'hygiène et l'assainissement. Le renforcement des capacités institutionnelles avec l'alimentation scolaire comme point de départ pour promouvoir la production locale, en particulier en faveur des petits exploitants agricoles, notamment les femmes. Outre ces objectifs, la dite signature prend en compte d'autres paramètres au sein des couches vulnérables. La mise en œuvre de ce plan stratégique permettra d'assurer 1. L'accès des populations vulnérables, notamment les enfants en âge de scolarisation, à des aliments sains et nutritifs et à des services sociaux de base durant toute l'année. 2. L'amélioration de l'état nutritionnel des populations vulnérables, notamment les enfants, les filles et les femmes enceintes et allaitantes dans les zones ciblées conformément aux objectifs nationaux à l'horizon 2023. Et 3. Le renforcement des capacités des institutions nationales et locales à travers l'amélioration de leur système inclusif pour l'atteinte de l'ODD 2. Le ministre d'État chargé du plan du développement n'a pas manqué de marteler sa reconnaissance et celle du gouvernement aux aides qu'apportent les Nations Unies au Bénin. C'est au nom du président de la République, le président Patrice Talon, d'exprimer ma profonde gratitude ainsi que celle du gouvernement et du président de la République, au système des Nations Unies et au Programme alimentaire mondial en particulier. Nous l'avons fait, vous l'avez rappelé tout à l'heure, monsieur le représentant résident à Rome, à l'occasion de cette réunion importante, et je voudrais le réitérer ici.
Nous apprécions les appuis du PAM dans le cadre des cantines scolaires, mais dans le cadre aussi des autres activités qui sont tout aussi importantes, notamment sur les services sociaux de base. Et c'est ce que nous sommes venus exprimer ce matin. Ce protocole d'accord vient à point nommé pour relever le défi d'éliminer la faim à l'horizon 2030 au Bénin. Les cadres du ministère des Infrastructures et des Transports s'attellent depuis ce mardi matin à l'évaluation du plan de travail annuel PTA au 30 juin 2020. Il est question de passer en revue le travail abattu jusque-là avant de procéder à la validation du rapport de performance monitoring 2020. Les travaux durent 3 jours. Stanislas Atadeyan, Romaric Dossa, Semiati Soufou pour le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture. Ces cadres du ministère des Infrastructures et des Transports lancent officiellement les travaux de l'atelier de la revue au 31 juin du plan de travail annuel 2020. À en croire Joseph Harissou, les réalisations des travaux routiers ont fait baisser le nombre de cas d'accidents sur nos routes. Par ailleurs, des résultats satisfaisants ont été notés. Le nombre d'accidents routiers dans la ville de Cotonou qui a chuté de 3102 accidents à 2349, soit une amélioration de 753 accidents en moins. Le nombre de véhicules immatriculés qui est passé de 145 209 en 2017 à 197 729 en 2018, soit 52 520 véhicules en plus immatriculés. Des avancées majeures qui découlent de plusieurs ressources, notamment des fonds alloués, des matériels mis à la disposition des structures pour faciliter l'exécution des travaux. Ces ressources ont servi au financement de 32 projets inscrits au portefeuille actif de l'État et ont été exécutés au 31 décembre 2018 au taux de 71,48% base engagement et 36,6% base ordonnancement. Les principaux indicateurs de performance ont évolué de l'année 2017 à 2018 comme suit. Nombre de kilomètres de routes bitumées passe de 2684,82 km en 2017 à 2972 km en 2018, soit un accroissement de 287,18 km en plus. Cet atelier, placé sous la présidence du directeur de cabinet du ministère des Infrastructures et des Transports, prend fin ce jeudi 30 juillet 2020. Jamaat islamique Ahmadiyya Bénin a procédé ce mardi 28 juillet 2020 au lancement officiel de remise de dents de moutons à la préfecture de Cotonou. C'est un geste qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la fête de la Tabaski. Les cibles sont les personnes démunies ou vulnérables. La cérémonie a connu la présence des représentants du ministre des Affaires sociales et du préfet du littoral. On reste avec vous, Romaric Dossa, cette fois-ci avec Edouard Capo. Bientôt la fête de la Tabaski, fidèle à son credo, l'amour pour tous, la haine pour personne, l'organisation musulmane Jamaat islamique Ahmadiyya n'a pas dérogé à sa règle de bienveillance en cette veille de la célébration de l'Aïd el-Kébir. Elle démarre ce mardi 28 juillet 2020 la distribution de moutons à l'endroit des orphelins, des personnes du troisième âge, des prisonniers, des malades mentaux et autres. Le don fait cette année est évalué à une somme de 26 millions de francs CFA. Et selon l'enseignement islamique, nous partageons pour les pauvres, pour notre parentèle et les amis et pour nous tous. En vérité, c'est ça qui est vraie essence de Tabaski. Malheureusement, dans l'islam, les autres personnes, c'est qu'ils ont adopté leur façon qu'on a émolé les moutons ou bien les bœufs, mais toujours on gardait dans le frigo, toujours garder qu'un an on va manger. Et en vérité, le sens c'est que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui est fondateur de l'islam, nous a enseigné partager aux autres. Ne gardez pas beaucoup, et il nous a dit que partager en 3. Pour les pauvres, pour les parents, pour les parents et pour vous-même. Et notre don n'est pas fini ici. Nous avons déjà lancé dans le pays Bénin et ça va continuer après dans le pays. En vérité, c'est la joie pour tous les Béninois. Pour le représentant du ministre des Affaires sociales et de la microfinance, ces dons apportent le sourire et la joie à ces couches vulnérables qui méritent plus d'attention. Nous profitons de l'occasion et au nom du ministre des Affaires sociales et de la microfinance pour les remercier déjà pour tout ce qu'ils font et invitons également les autres
qui peuvent le faire également et partager cette joie autour d'eux, a emboîté le pas à la Jamaat qui, comme je l'ai dit, a l'habitude d'accompagner le ministère à travers ces cibles. Je leur souhaite également, par anticipation, une très bonne fête de Tabaski et que Dieu exauce nos prières. Exaucer nos prières en ces temps de crise de Covid-19 et qu'on prie beaucoup pour la nation béninoise et qu'on s'en sorte. C'est aussi l'occasion pour inviter les fidèles musulmans à l'observance rigoureuse des mesures sanitaires pendant la fête. Nous voudrons profiter de l'occasion qui nous est offerte pour vous rappeler qu'au cours de cette fête, nous devons respecter certaines mesures de restriction toujours en vigueur dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Il s'agit de le port obligatoire de masques en tout lieu, le lavage systématique des mains à l'eau et au savon, l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'1 mètre au minimum entre personnes, l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes sous des bâches ou dans des maisons. C'est sur ces mots d'exhortation, Monsieur le Président, que nous vous souhaitons une fois encore bonne fête. L'amour pour tous, la haine pour personne. La Tabaski est une fête musulmane qui marque la fin du Hajj et commémore la volonté d'Ibrahim de sacrifier son fils Ismaël ainsi que l'acceptation par Ismaël de ce commandement. La tradition recommande qu'une bête, en général un mouton, soit sacrifiée pour rendre hommage au geste du prophète. La fête est prévue pour le vendredi 31 juillet prochain. On ouvre la page inter de ce journal. Le gouvernement sud-soudanais a indiqué que la pandémie de la Covid-19 ralentissait la mise en œuvre de l'accord de paix de 2018. L'accord stipule que les groupes armés fusionnent les forces nationales pour s'assurer qu'il n'y ait qu'une seule armée pour le pays. Mais les réformes du secteur de la sécurité ont été suspendues à cause du coronavirus. Suivant le reportage de nos confrères de CCTV+. L'armée du Soudan du Sud, lors d'un entraînement, les différents groupes armés au Soudan du Sud étaient censés être unifiés, reformés et redéployés. Mais le gouvernement a suspendu ce plan dans le but de freiner la propagation du Covid-19. Il demande à la population d'être patiente jusqu'à ce que la pandémie soit maîtrisée. Nous parlons de la santé et la santé a quelque chose à voir avec la mort. Ce n'est pas une blague. Donc quand nous faisons de la politique, nous devons séparer notre politique du social et puis quelque chose qui concerne la mort. Cependant, certains membres des partis politiques d'opposition au Soudan du Sud accusent des sections du gouvernement de retarder intentionnellement les processus tels que la reconstitution du Parlement. Ils disent que la dissolution de l'ancien Parlement et la nomination de nouveaux membres ne devraient pas être affectées par la pandémie de coronavirus. L'opposition demande maintenant aux garants de l'accord, dont les membres de l'organisme régional de l'Afrique de l'Est, l'autorité intergouvernementale pour le développement ou l'IGAD, d'exercer davantage de pression sur les partis pour appliquer l'accord. La pandémie n'arrêtera pas la pression parce qu'il y a de nombreuses façons de communiquer. Même la dernière réunion de l'IGAD, le conseil des ministres de l'IGAD a été fait par téléconférence. Donc rien n'empêchera la communauté internationale d'exercer des pressions sur les parties pour qu'elles mettent en œuvre un accord qu'elles ont signé. L'ambassadeur de l'Union européenne au Soudan du Sud avec le ministre sud-soudanais des Affaires étrangères. L'Union européenne demande au gouvernement sud-soudanais de trouver une paix durable pour le pays. Il s'agit de la façon dont le gouvernement trouve l'équilibre entre la nécessité de prévenir le Covid-19 dans tout le pays, mais en même temps de savoir comment pouvons-nous garder le plus grand programme humanitaire en cours. Il y a actuellement plus de 2000 cas de Covid-19 au Soudan du Sud. Le gouvernement a ordonné à tout le monde de porter un masque et d'observer la distanciation sociale dans le cadre des mesures visant à ralentir la propagation du virus. Cela fait maintenant 5 mois que la formation du nouveau gouvernement a commencé et le processus n'est pas encore terminé. L'organisme régional de l'Afrique de l'Est, l'IGAD, a jusqu'à présent fixé 2 échéances qui n'ont pas été respectées pour reconstituer le Parlement. L'envoyé spécial de l'IGAD pour le Soudan du Sud est actuellement à Djouba pour tenter de faire avancer le processus de paix, alors que les experts de la santé avertissent que le Covid-19 pourrait atteindre son pic dans le pays d'ici le mois prochain. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. L'Organisation mondiale de la santé OMS a mis à jour son premier agent de santé numérique dénommé Florence. L'agent a été développé dans le cadre d'une initiative visant à convaincre plus d'1 milliard de fumeurs d'arrêter de fumer
et de lutter contre la désinformation sur la COVID-19. Bonjour, je suis Florence de l'OMS. Je veux vous parler des méfaits de l'usage du tabac, y compris du tabagisme. L'OMS a dévoilé son premier agent de santé numérique, nommé Florence. Il a été développé dans le cadre d'une initiative mondiale visant à convaincre plus d'1 milliard de fumeurs d'arrêter de fumer, à partager des informations vitales pendant la pandémie de Covid-19. Florence n'essaie pas de vous faire croire qu'elle est une vraie personne. Elle est là pour nous aider. C'est une personne digitale. Il n'y a pas de jugement impliqué, donc le manque de jugement humain la rend plus accessible et potentiellement plus utile. Le cerveau humain derrière le concept, c'est le professeur Mark Zuckerberg qui a commencé à développer PBX en utilisant une image de son propre enfant pour créer des humains virtuels qui peuvent répondre en temps réel. C'est incroyablement passionnant de voir tout ce que nous avons fait jusqu'à présent en tant qu'entreprise. Florence est conçue pour mettre en carte 1,3 milliard de consommateurs de tabac dans le monde contre les dangers de la cigarette et les risques de maladies graves liées au Covid-19. On s'attend à ce que les assistants numériques comme Florence deviennent encore plus populaires à l'avenir, parce que le Covid-19 a forcé de nombreuses personnes à vivre et à travailler à domicile, et il n'y a pas de limite de possibilités dans les domaines comme la santé et l'éducation. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h30. À bientôt.